Jusqu'à 14 heures, on souhaite un bon établissement à notre collaboratrice Iman qui est tombée sous la grippe, a aussi un autre ami, enfin bref, beaucoup de gens sont victimes de la grippe, alors faites attention à vous parce que c'est un virus qui circule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, dans un instant, on va recevoir Madame Labille, Chantal Labille, directrice de Bois Capable, bonjour. Merci d'être avec nous. Pascal Nanou, doyen de la faculté Roger Thompson, est avec nous. Merci d'être là. Avec lui, on parlera de cette journée porte ouverte qui est prévue demain. Un peu plus tard, on va recevoir notre universitaire, c'est Frédéric Régent, maître de conférence, directeur de recherche. Avec lui, on parlera de la conférence des libres de couleur qui se fait dans le week-end. Dominique Virassami, président du SMEC, sera aussi là. Et puis, on va terminer avec un peu de théâtre, puisque c'est Idi Arnel, auteur, dramaturge, metteur en scène, comédien, directeur artistique de la comédie Arnel, qui sera notre invité. Et on terminera avec Dina Laviso. Sinon, l'actualité, aujourd'hui, c'est le comité de pilotage de la route du Rhum, puisque vous savez que la route du Rhum se prépare déjà, c'est au mois de novembre, mais c'est plus que dans l'air, c'est même dans l'eau, on va dire, puisque les contacts commencent à être pris. Le comité de pilotage, donc, a tenu une conférence et Maxime Morel était sur place. Il y a une grève à la clinique de l'Espérance, on en parlera aussi un peu plus tard. La conférence de presse aussi du tournoi international de tennis féminin sera dans nos sujets. Et puis on va terminer sur l'inauguration d'une boutique solidaire dédiée aux femmes. C'est un reportage de Solène Fèvre. Tout de suite, on part sur la route du Rhum et on rejoint nos invités dans un instant. Tout de suite. Nous avons lancé officiellement les travaux de cette prochaine route du Rhum destination Guadeloupe en installant le premier copil. Donc aujourd'hui, en janvier, donc soit environ un petit peu moins d'un an avant le début de la prochaine route du Rhum, puisque pour cette édition, nous souhaitons anticiper et avoir vraiment l'adhésion de tous les partenaires pour faire de cet événement un succès, tant au niveau local que national, mais aussi international, avec toutes les retombées que cet événement génère. Ce n'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi un événement culturel, un événement touristique, puisque c'est la destination Guadeloupe qui est mise en avant aussi. Et puis c'est aussi un événement économique. Chaque acteur, là où il est placé, devra jouer un rôle essentiel et important pour la réussite de la manifestation. Le CTIG est et sera pleinement aux côtés de la région Guadeloupe pour faire de cet événement un levier d'attractivité touristique. Comme nous le savons, les retombées, ce n'est pas seulement pour 2026, mais en continuité en 2027 et dans les années à venir. La route du Rhum, c'est un événement sportif, mais c'est aussi un événement économique, touristique, culturel, qui a aussi un impact sur la vie scolaire, puisqu'on a quand même envie que nos enfants puissent profiter de ce bel événement et continuer à entendre parler de cette course dans le futur. Donc oui, il est important pour nous que tous les partenaires soient impliqués, parce que la route du Rhum, c'est la route du Rhum de tous les Guadeloupéens. Voilà, on aura l'occasion bien évidemment de revenir sur cette route du Rhum tout au long de l'année, puisque je vous l'ai dit, c'est au mois de novembre. Alors je vous ai dit, on reçoit Madame Labille, la directrice de Bois Capable. Pourquoi? Parce que il y a aussi une journée porte ouverte pour oser faire soi-même, do it yourself. Alors Bois Capable, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Bois Capable, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire. C'est Oui. une association qui œuvre pour le mieux-être des populations, pour une insertion durable des personnes éloignées de l'emploi et pour une amélioration de l'accès à des produits sains et de qualité, notamment les produits locaux et de saison en Guadeloupe. D'accord. Alors Voilà. cette journée porte ouverte se fait ce week-end, c'est ça? Le week-end prochain, Le week-end dimanche prochain, pardon. 25, Oui, oui. dimanche 25, sur notre jardin collectif solidaire qui se situe à Lémanque Petit Canal. Oui. Donc l'idée, c'est chaque année, ça fait la 4e édition, et chaque année, nous œuvrons sur une thématique différente. Oui. Et cette année, parce que nos adhérents nous parlent, nous disent « Ah oui, tout est cher, tout devient cher », alors on a dit eh bien, cette année, on va oser faire soi-même. C'est le thème, Oui. de passer à l'action pour que nous puissions améliorer notre pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre de produits qu'on peut faire soi-même. Par On ne peut exemple, plus acheter. Par exemple, on peut faire certains cosmétiques soi-même. D'accord. On peut faire certains produits ménagers soi-même. Oui. On peut aussi faire certains produits agro-transformés soi-même. D'accord. Surtout si on a un jardin autour de chez soi. Mais alors, ils ont un atelier le week-end prochain avec Bois Capable pour montrer aux gens comment faire, ou alors les produits sont déjà tout faits? Ah non, on va montrer aux gens comment faire. Donc, sous C'est forme comme d'atelier. le label chinois, vaut mieux apprendre
à la personne à pêcher au lieu de lui apporter le poisson. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a différentes animations d'ateliers. Un atelier, 3 ateliers pour apprendre à confectionner ces produits, des produits ménagers, des produits alimentaires et des produits cosmétiques. Donc, ces ateliers se diffusent tout au long de la matinée et les personnes s'inscrivent voilà, en venant sur place. Hein. C'est ouvert, les portes sont ouvertes à tous et à toutes. Et sur place, vous vous inscrivez à l'atelier que vous voulez. Voilà. Alors, vous avez dit que c'est la 4e édition. Les précédentes éditions, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé. On a reçu un certain nombre de personnes, entre 80 et 100 visiteurs sur la journée. L'idée, c'est qu'on puisse ouvrir nos portes pour passer un moment convivial, pour permettre à la population de nous connaître, de connaître ce que fait Bois Capable, puisque notre engagement aussi, c'est que chacun puisse avoir son propre espace nourricier autour de chez lui. Jardin créole en nous, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Ah, c'est relancer le jardin créole. Relancer le jardin créole. Vous savez, à l'université, la semaine prochaine, après-demain ou demain, il y a une conférence sur le jardin à nous passer bateau. C'est ça, exact. Oui, je suis au courant. Ben, c'est ça l'idée. On véhicule cette idée que si on a un balcon, si on a une terrasse, si on a un espace autour de chez soi, on peut cultiver un certain nombre de produits et s'auto-alimenter. Puisqu'on sait que M. Joseph fait maintenant on fait pousser un certain nombre de choses dans des pots. Dans des pots, dans des bacs, dans des contenants qu'on peut retrouver, qu'on peut recycler. Et on peut favoriser ce pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on plante soi-même, c'est ce qu'on n'a plus à acheter. Ça, on va planter, c'est ça, on va récolter. C'est ça. Et surtout qu'on augmente la qualité des produits qu'on consomme. Puisque consommer soi-même, c'est aucun entrant de pesticides, aucun entrant chimique. Et ça valorise le goût, l'aspect en bouche. Et on peut ensuite partager ce qu'on a entre nous. Alors, est-ce qu'il faut comprendre quand même qu'au-delà de cette journée porte ouverte, que pendant l'année, Bois Capable fait ce genre d'atelier pour les gens qui veulent s'initier à l'autoproduction? Tout à fait. Le jardin de Bois Capable est ouvert 7 jours sur 7, on va dire. Hein. Quelqu'un peut venir avoir une question, vouloir venir récolter des plants, vouloir venir avoir un conseil. De 7h30 à 14h45, il y a du monde sur le jardin qui se trouve à Léman Petit Canal. Et au-delà de ça, nous avons le mercredi et le samedi matin des ateliers pour le grand public où ils peuvent apprendre les techniques de jardinage pour avoir son propre jardin. Parce que bien souvent, les personnes nous disent qu'elles veulent bien, mais elles ne savent pas par quel bout commencer. Alors, donc, on les initie, on les accompagne pour pouvoir créer. Alors, donnez-nous la précision sur le lieu où ça se passe. Alors, le lieu, c'est le Jardin collectif solidaire qui se trouve Rocade Ouest, à Léman Petit Canal. C'est à Léman, d'accord. C'est à Léman Petit Canal. Et on aura surtout un temps fort avec la fondatrice de la ferme de famille, Éléonore Dalma, qui, elle, prône vraiment la ferme familiale. Apprendre à s'auto-alimenter, apprendre à créer, à élever, à créer, à jardiner soi-même pour auto-alimenter sa famille. Donc, elle sera là, c'est un temps fort où c'est libre et gratuit, on pourra échanger avec elle, comprendre son parcours et s'inspirer de ce qu'elle a fait pour pouvoir valoriser les espaces qui sont autour de chez soi. Dimanche 25 à partir de? Dimanche 25 à partir de 10h jusqu'à 17h. Venez nombreux, on a de belles surprises qui attendent tout le public et vous aurez de quoi vous substanter, partager, échanger avec de nombreux professionnels. Bien, merci. On revient vers vous tout à l'heure. On va vers M. Pascal Nanou qui doit à l'université Roger Thomson. M. Pascal Nanou, merci d'être avec nous. Et quand vous venez, c'est qu'il y a un événement aussi. Oui, en règle générale, c'est vrai. Quand vous me faites l'amitié de m'inviter, c'est parce que nous avons un événement. Là, nous en avons 2, en l'occurrence 2 journées portes ouvertes. La première se tiendra donc demain vendredi, 16 janvier, sur le campus du Camp Jacob à Saint-Claude. Et il permettra aux futurs étudiants de connaître à la fois la faculté Roger Thomson, que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi l'IUT de la Guadeloupe. Et non l'IUT de Saint-Claude, c'est l'IUT de la Guadeloupe, puisque nous partageons les lieux. Et la seconde journée donc, se tiendra le lendemain, le samedi 17 janvier, cette fois sur le campus de Fouillol. Ah, de Fouillol. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières ou bien c'est juste des journées portes ouvertes? Alors,
Je dirais que ce sont des journées extrêmement complètes pour les futurs étudiants, puisque nous allons à la fois leur proposer un premier contact avec les lieux. Donc il y aura des visites guidées des différents campus, avec visite des amphithéâtres, des laboratoires, des bureaux, des salles de cours bien entendu, des installations sportives, mais surtout un premier contact avec le corps enseignant qui sera présent en nombre. La rentrée a eu lieu de toute façon depuis septembre. Bien sûr, Et bien donc, sûr. C'est presque une seconde rentrée que vous faites là. Alors, c'est-à-dire que là, c'est une journée portes ouvertes qui s'adresse davantage aux futurs inscrits, puisque nous sommes en pleine période d'inscription sur Parcoursup. C'est à partir de lundi 19 jusqu'au 12 mars. Les futurs étudiants auront donc la possibilité de s'inscrire. Et il s'agit pour nous d'ouvrir le dialogue avec eux et de leur faire comprendre ce qu'est l'Université des Antilles sur ses différents pôles et sur ses différents campus. Oui. Voilà. Parce que d'une manière générale, traditionnellement, on pensait que le campus était seulement à Fouillol et qu'il n'y avait rien à Saint-Claude, Saint-Claude c'est loin, etc. Mais en fait, les choses sont mises en place et ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Oui, je vous le confirme. Dieu merci. Nous sommes extrêmement dynamiques sur bien des plans, sur le plan pédagogique, bien entendu, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan scientifique. Nous organisons régulièrement des conférences, des colloques. Récemment encore, nous avons accueilli un colloque sur Émile Souta, l'initiative de la région Guadeloupe, et nous avons reçu il y a quelques mois un professeur de Harvard. Voilà, donc c'est la preuve d'un dynamisme certain à Saint-Claude. Alors quel est le périmètre qu'offre le campus de Saint-Claude au niveau études, c'est-à-dire un jeune qui nous entend aujourd'hui, qui habite la Guadeloupe, quel que soit l'endroit, qu'est-ce qu'il peut venir étudier à Saint-Claude ? Alors, on peut venir étudier la littérature à Saint-Claude, puisque nous avons une licence de lettres qui est proposée, donc littérature caribéenne, littérature française, littératures étrangères, bien entendu, avec des perspectives comme le professorat, avec les relations publiques, la communication, la publicité, ou encore le journalisme. On peut également, bien entendu, préparer une licence que nous appelons, nous, licence humanité, mais qui est en fait une licence d'histoire, avec bien évidemment, là encore, un volet très important, relatif à l'histoire de la Caraïbe, histoire de la Guadeloupe, mais bien sûr histoire contemporaine également, un peu de géographie, de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie. Voilà. Et évidemment, avec un diplôme d'histoire, on peut devenir historien, on peut aussi se diriger vers les métiers du tourisme ou du journalisme également. Et enfin, la troisième licence que nous proposons, c'est une licence de langues étrangères appliquées. Alors là, il s'agit d'utiliser l'anglais et l'espagnol, mais plutôt à des fins économiques, commerciales. Il s'agit de préparer les futurs interprètes, traducteurs, les professionnels du tourisme, de la coopération, ou du commerce international. Alors, l'autre question tout à fait pratique que je vous pose quand même, l'étudiant qui vient à Saint-Claude a une possibilité de pouvoir se loger dans les environs quand même. Est-ce que c'est prévu? Comment ça fonctionne? Oui, c'est-à-dire que nous avons la chance de disposer de 2 résidences universitaires, dont la première se trouve à quelques dizaines de mètres des salles de cours, ce qui est un avantage considérable. Et la seconde se trouve à une dizaine de minutes en bus pour les étudiants. Dans la région de Basse-Terre, dans la hauteur de Basse-Terre. Voilà. Alors l'autre chose, c'est que vous avez aussi une belle bibliothèque universitaire. Oui, c'est-à-dire que le campus de Saint-Claude présente cet avantage, c'est qu'il est à taille humaine, mais qu'il est malgré tout extrêmement bien doté. Donc avec notamment cette bibliothèque universitaire, qui est un lieu stratégique pour tout étudiant, un bel amphithéâtre, encore une fois les laboratoires de langue, un restaurant universitaire, des salles de sport, donc vraiment un campus richement doté. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais peut-être revenir, vous m'avez posé la question des filières qui sont proposées. Nous avons également un parcours d'excellence, Sciences Po Paris, pour la faculté Roger Thomson, et puis donc en partenariat avec l'Institut d'études politiques, et puis nous avons l'intention d'ouvrir au mois de septembre une nouvelle licence de professorat des écoles pour les futurs bacheliers qui comptent se destiner donc au métier de professeur des écoles précisément. Donc vous êtes pratiquement complet. Oui, alors nous sommes complets, d'autant plus qu'il y a l'IUT qui occupe également les lieux avec nous. Alors, et qui propose également des BUT, donc des bachelors extrêmement intéressants, extrêmement attractifs, et qui, en outre, peuvent plus ou moins garantir aux futurs diplômés d'être rapidement insérés sur le marché de l'emploi. Oui. Alors, vous savez que notre émission, elle est vue en France, elle est vue en Martinique. Alors, un Guadeloupéen qui est là-bas, il peut aujourd'hui s'inscrire facilement avec le système du Parcoursup. Alors, justement, quelquefois, on dit qu'au Parcoursup, il faut vraiment faire attention. Oui, c'est-à-dire que
Parcoursup, c'est un logiciel. Oui. Comme tout logiciel, naturellement, il lui arrive De d'avoir bugger. quelques défaillances, absolument. Oui. Mais de toute manière, rien ne remplacera jamais le contact humain. Oui. Madame le professeur Guylaine Aurore, directrice de l'UIT, et moi-même, nous restons à disposition des futurs étudiants pour leur répondre et pour éventuellement remédier à toute défaillance de Parcoursup et procéder à des inscriptions de manière peut-être plus informelle. Oui. Alors, je vais vous poser la question de la visibilité à l'extérieur, mais est-ce qu'on commence à Saint-Claude à recevoir des étudiants hors de Guadeloupe? Oui, depuis plusieurs années du reste. Oui. Alors, notamment dans le cadre des programmes d'échange Erasmus, Oui, nous recevons Erasmus. régulièrement des étudiants européens, des étudiants notamment d'Allemagne, Oui. d'Espagne ou des étudiants britanniques. Oui. Donc il s'agit maintenant de consolider tout cela et d'amplifier tout cela. Oui. Et peut-être une ouverture sur la Caraïbe aussi, peut-être prévue. Bien sûr, c'est déjà prévu et ça a été l'un des grands projets menés par le professeur Michel Geoffroy, notre président. Oui, c'est cette ouverture caribéenne absolument primordiale pour nous et que l'on retrouve du reste aussi dans nos enseignements. Oui. Donc, c'est là, non, mais je ne sais pas si on a tout dit. Oui, il me semble que nous avons tout dit. Alors pour Fouillol, bien sûr, avec les grandes facultés que l'on connaît Bien déjà, sûr. sciences juridiques et économiques, sciences exactes et naturelles, le STAPS, faculté de médecine, bien évidemment. Oui. Alors, Voilà. un petit rappel quand même des deux dates, samedi. Oui, donc vendredi. samedi à Fouillol, samedi 17 à Fouillol, de 8h jusqu'à 14h, Oui. et vendredi sur le camp Jacob, vendredi 16, donc demain, de 8h jusqu'à 16h. Alors, je vais vous poser une dernière question quand même. Je note que, c'est pas pour comparer, mais je m'aperçois qu'à Saint-Claude, il y a autant de conférences qu'à Fouillol. Mon Dieu, c'est parce que j'ai la chance, nous avons la chance d'être soutenus par notre gouvernance, qui met tout en œuvre pour que le campus de Saint-Claude, mais vous l'avez rappelé, Monsieur Jean-Bonis, dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, le campus n'a pas d'existence, ni géographique, ni scientifique, ou culturelle, ou pédagogique. Donc c'est une carence laquelle nous tâchons de remédier. Ben, votre présence ici, c'est déjà la preuve d'une volonté de communication qui est nécessaire pour ce lieu qui est nécessaire pour la Guadeloupe, pour la jeunesse guadeloupéenne et pas que. Absolument. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Merci à vous. Et on pensera à vous régulièrement. Et puis, au fur et à mesure qu'on reçoit des informations, ne vous inquiétez pas, on les diffuse. On fait un rappel, madame. Oui, alors, on attend tout le monde. Oui. Au Jardin solidaire de Bois-Capable, qui se situe à Lémangue Petit Canal, où il y aura une visite guidée, connaître c'est quoi un jardin, où il y aura nos équipes de Bois-Capable pour pouvoir échanger, partager, prodiguer des conseils. Il y aura des ateliers avec des professionnels pour apprendre à faire soi-même un certain nombre de produits ménagers, produits cosmétiques, produits alimentaires, et surtout un temps d'échange pour gagner en autonomie alimentaire avec Madame Éléonore Dalma, fondatrice de la ferme de famille. Voilà. Le mot est dit. De toute Merci. façon, on vous attend nombreux. On attend tous et tous dimanche nombreux. prochain, pas ce dimanche-là, mais dimanche 25, à partir de 10h. Vous pouvez trouver la géolocalisation sur les réseaux sans problème. Tout à fait. Voilà. Merci pour ce temps d'échange. Merci, c'est nous qui vous remercions d'être venus. Merci aussi, M. Nanou, d'avoir fait le déplacement de venir ici. On va revenir à l'actualité avec la grève à la clinique de l'Espérance. Depuis 2 jours, il y a un certain nombre de mouvements sociaux, notamment aussi à la mairie des Abîmes, puisque les policiers étaient en grève. Je sais qu'il y a une réunion qui se fait en ce moment. Savoir aussi ce mouvement va continuer. Mais on revient à la clinique de l'Espérance sur le mouvement. Reportage de Lucien Libaud. Nous sommes en mouvement aujourd'hui là parce que nous avons un nouveau patron qui est sorti en bas là, nous c'est Alma Viva. Donc qui a racheté clinique Les Eaux Claires et l'Espérance depuis décembre 2024. Qui est installé et qui répond donc tous ces établissements là et il y a vu une espèce de management en genre terroriste dans ces établissements là il y a vu il y a chambouler tout mon incident panier dialogue social il y avait pas garder pour augmentation de la rémunération alors que dans l'établissement nous ça a fait près de 10 ans rien on n'a pas bougé tout était toujours resté 6 places. Donc, nous commençons à ouvrir l'INAO en 2025. Nous commençons à exiger un dialogue social. Donc, il y a une table là, ils font une proposition décembre 2025
Événement janvier 2026, nous avons des deuxième contrat en nous. C'est messieurs nous roter ce bitin là, cette table là, sans aucune raison valable. Et bien, dit nous, c'est comme ça et puis c'est tout. Et il y a continuer le management terroriste là. Donc nous là pour nous faire ces messieurs comprendre qu'il faut respecter nous. Nous arrivons ici dans, nous bien veut travailler, nous bien veut collaborer avec les autres, mais c'est des noms gagnants-gagnants. C'est besoin pas qu'à venir là en terrain conquis pour faire ça œuvrer. Nous l'espérance nous à 3e jour de mobilisation en nous. Les eaux claires, c'est 4e jour. Nous avons attrapé des contrées avec ici là. Et c'est depuis hier que ici là a commencé à faire ouverture. Mais avec pas ni proposition concrète cette table là. C'est parler, c'est nous à l'écoute, mais nous demander de venir avec des propositions concrètes. Nous pas qu'à avancer avec parler, parole, c'est parole en bouche, c'est parole, c'est vent. Donc nous allons attendre des propositions concrètes. Sinon, nous allons rester mobilisés, nous allons attendre que M. a débloqué cette situation-là. Voilà, il est exactement 12h52. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je vais parler de Frédéric Réjean et de Dominique Virassami. À tout de suite. Le pilotage à route du Rhum, c'était hier. Il y a la grève à la clinique de l'Espérance. Et il va avoir une conférence de presse. Il a eu une conférence de presse sur le tournoi de tennis international des femmes. C'est un reportage de Maxime Morel. On jette un coup d'œil. On veut vraiment amener le tennis, le haut niveau du tennis en fait en Guadeloupe. Donc c'est vrai que c'est le seul tournoi comme ça qu'il y a en Guadeloupe et pour nous, on veut vraiment rassembler le tennis autour en fait de ce tournoi. C'est vraiment un moment fort, un temps fort au sein de la ville de Petit-Bourg et nous essayons effectivement de mettre le maximum de moyens. Maintenant, chacun sait que parfois au niveau de collectivité, c'est pas aussi simple. Mais en tout cas, nous faisons de gros efforts pour nos joueuses. Les pointures présentes, donc on a en tête de série numéro 1 en fait une américaine, en tête de série numéro 2 donc une française. Donc c'est vrai que cette année on a de la 250e place à la 600e place mondiale. Donc ça représente essentiellement le tableau principal. Et c'est vrai qu'on a 2 Guadeloupéennes, Audrey Moutama, on a également Neanda Tomias, donc qui ont l'expérience par rapport à l'année dernière, qui ont été sur des tournois internationaux durant toute l'année. Et c'est vrai que cette année, en fait, elles ont quand même pas mal de chances en fait, de passer quelques tours. C'est plus qu'important, c'est vital. C'est vital que nous ayons de telles compétitions pour permettre, alors là c'est une compétition internationale féminin et professionnelle, donc pour permettre à nos jeunes de pouvoir s'aguerrir et de pouvoir percer dans le haut niveau. Parce que nulle part ailleurs, à part peut-être en Martinique ou en Guyane, elles n'auront d'invitation pour entrer dans des tableaux comme ça et pour montrer ce qu'elles savent faire. C'est un tremplin pour certaines carrières. Je prends pour exemple la gagnante de l'année dernière, Victoria Mboko, qui était en fait aux alentours de la 280e place l'année dernière, donc qui a gagné le Master 1000 de Montréal et aujourd'hui qui est 18e mondial, donc qu'on ne reverra plus malheureusement sur Petit-Bourg, mais qui est en ce moment tête de série en fait à l'Open d'Australie. Voilà, on va passer du sport à la culture, particulièrement à l'histoire, puisque Frédéric Réjean, qui est historien, maître de conférence à Sorbonne, directeur de recherche, il est de nouveau avec nous. Il était ici il y a moins d'un mois. Un mois, ouais. Moi. Et puis quand un Guadeloupéen en Guadeloupe, il ne faut pas même dire ça. Parce que c'est là pas en Guadeloupe que ça a son problème. C'est là en Guadeloupe, c'est pas un problème. Alors, donc une conférence sur le livre de couleurs. Pourquoi cette thématique ? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Cette thématique est liée à l'exposition Guillaume Lethière, qui est lui-même un libre de couleurs, fils d'une esclave et d'un propriétaire blanc. Et pour replacer la trajectoire qui est très particulière de cet individu dans un ensemble général. Donc c'est une conférence qui portera sur la condition des libres de couleur qui se situent finalement entre le statut d'esclave et le statut de blanc. Le libre de couleur était, entre guillemets, un privilégié à l'époque de l'esclavage. Oui, alors c'est vraiment un privilégié. Alors c'est un privilégié, enfin, mais qui n'a pas tous les privilèges. Oui. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une société de privilèges. Donc ceux qui ont le plus de privilèges, ce sont les nobles. Oui. Après, ce sont les blancs non nobles. Et puis en dessous, ce sont les libres de couleur. Oui. Exemple d'interdits, ils ne peuvent pas être médecins, ils ne peuvent pas être avocats, ils ne peuvent pas être juges, ils ne peuvent pas être officiers dans la milice. Ils payent des impôts en plus. On est vraiment dans une société privilégiée, c'est les lois privées. C'est-à-dire que ce n'est pas la même loi qui s'applique à toutes.
à tous, c'est des lois différentes, donc selon le statut juridique de l'individu. Ils étaient compris dans le Code noir à l'époque, le libre de couleur? Non, justement, parce que si on regarde le Code noir, normalement, la société était organisée entre blancs et noirs. Enfin, pas entre blancs et noirs, entre libres et esclaves. Par exemple, les affranchis, normalement, avaient les mêmes droits, privilèges et immunités que les personnes nées libres, sauf que dans la réalité, au XVIIIe siècle, il y a ce qu'on appelle le préjugé de couleur. Donc, il va être cette ségrégation juridique entre blancs et non-blancs. Oui. Alors, quand on prend le cas de la Guadeloupe, qui est un petit peu particulier, il y a eu cette première libération, entre guillemets, de 1794. Donc, à ce moment-là, les anciens soumis à l'esclavage, est-ce qu'ils deviennent des vrais libres? Alors, ils deviennent des vrais libres dans la limite de la loi de l'époque. Oui. C'est-à-dire que les lois qui sont mises en place, notamment en 1795, vont créer des citoyens et des Français qui n'ont pas le droit de vote. Parce qu'ils ne payent pas assez d'impôts. Et donc les anciens esclaves vont être dans cette catégorie de citoyens qui n'ont pas le droit de vote. Avec une exception... Donc ils ne sont pas des libres de couleur à cette époque. Non, qui est les militaires. Donc les militaires, eux, pourront voter. Ils auront accès à la citoyenneté. Donc ça c'est pour la période de la première abolition de l'esclavage. Donc voilà, les libres de couleur, c'est vraiment une histoire particulière. Et c'est une histoire qui est méconnue, parce que aujourd'hui, les gens peuvent revendiquer leur ascendance esclave. D'autres, pas forcément revendiquent, mais sont accusés d'être descendants d'esclavagistes. Mais il y a quasiment personne qui dit oui, mes ancêtres étaient libres de couleur. C'est vraiment quelque chose qui est complètement oublié. Et pourtant, c'est un des éléments qui explique le maintien de la société esclavagiste. Parce que ces libres de couleur sont eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Ils sont en quelque sorte l'auxiliaire de couleur du pouvoir colonial. Oui. Justement, j'allais poser la question, puisque le libre de couleur, il est de quelle couleur à cette époque-là? Mais il peut être de blanc. Parce que du fait du métissage, certains sont complètement blancs, à noir. Voilà, il n'y a pas de... un noir affranchi devient... toute une cartographie de couleurs. Hein. Il y a toutes les couleurs, ça va du noir au blanc. Voilà. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes d'apparence blanche, mais qui, du fait de leur ascendance esclave, sont considérées comme libres de couleur. Est-ce que le libre de couleur à cette époque-là a un vrai nom, ou il a encore un prénom comme... Alors ça dépend des familles. C'est dans... Ceux qui sont libres de couleur depuis longtemps ont créé un lignage familial et puis ont un nom de famille qu'ils transmettent. Des familles comme les Réaches, les Bangou, qui étaient des familles de libres de couleur, ont un nom de famille. Les Girard, enfin voilà. Et les libres de couleur, après 1794, quand Napoléon décide de remettre l'esclavage, qu'est-ce qu'ils deviennent? On remet le préjugé de couleur et en plus, même les militaires, je crois, parce qu'il avait décidé de mettre les militaires de côté. Oui, voilà. Et donc, on remet la ségrégation juridique qui existait entre blancs et libres de couleur et mis en place le Code civil. Et donc, on dit que le Code civil s'applique entre les blancs, il s'applique entre les libres de couleur, mais pas entre blancs et libres de couleur. Ce qui signifie que ça interdit les mariages entre blancs et libres de couleur, qui existait avant la Révolution. Oui, ça interdit les mariages, mais ça n'interdit pas la procréation. Ah bah non, non. Oui, justement, c'est ça. Et les libres de couleur... Alors, il y a une autre question qui se pose souvent, on n'a jamais de vraie réponse. Est-ce que le Code noir a été vraiment, mis de côté, on va dire? Comment dire? À partir du moment où l'esclavage est aboli, toutes les lois esclavagistes sont abolies de fait. Oui, mais le Code noir, c'était quand même une série de lois particulières. Attendez, mais justement, le Code noir, c'est un recueil juridique. Donc, on n'abolit pas un recueil juridique. C'est comme le Code de la route. On rassemble, on compile toutes les lois qui concernent l'esclavage dans ce document. Donc, c'est pour ça, je sais qu'il y a actuellement un débat sur ce sujet. Il y a un débat là-dessus, oui. Après, a-t-il été vraiment aboli ou pas Après, c'est purement symbolique. Il est aboli de fait. Enfin, je sais pas qui aujourd'hui applique un article du Code noir. Quoi. Enfin, Mais est-ce qu'on pourrait l'appliquer?
Mais bien sûr que non. Oui. Mais il y a d'autres lois qui sont... Je pose la question. Vous avez il y a eu un débat là-dessus pendant longtemps. Vous avez des centaines de lois, et pas seulement... Toutes les lois de l'Ancien Régime ont été abolies de fait par la mise en place de la République. Oui. Et à chaque fois, on n'est pas là à prendre une loi pour dire on abroge telle autre loi. Il y a une nouvelle loi, donc elle remplace de fait les lois existantes. Oui. Et, bon, le livre de couleur, alors aujourd'hui il n'y a plus de livre de couleur, j'imagine, parce que la question ne se pose plus. Mais comment ça a évolué après 1848 ? Après 1848, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens livres de couleur, c'était une élite mulâtre qui avait du pouvoir. Un petit peu de pouvoir quand même. Oui, bien sûr, qui pendant longtemps d'ailleurs, les députés, jusqu'à Légitimus, les députés de la Guadeloupe, les frères Alexandre, les frères Isaac, Réache, tout ça sont des mulâtres. Oui. Voilà, et Légitimus est vraiment le premier député noir en Guadeloupe. Oui. Et si on regarde la Martinique, il y avait Bicêtre. Bicêtre, c'est un mulâtre. Oui. Mais le premier député noir de Martinique, c'est Aimé Césaire en 1946. Ah bon, en Martinique, c'est Césaire le premier ? Oui. C'est-à-dire avant Césaire, enfin 1945 plutôt. Mais avant Césaire, tous les députés sont des gens métissés. Et d'ailleurs, quand on voit leurs photos, parfois on est surpris, on se dit mais c'est qui ces blancs ? Enfin parce que bon, ils appartiennent à ce qu'on appelle la catégorie des grands mulâtres, mais bon, c'est des gens qui ont pour certains une apparence blanche. Ouais. Et ça, vous pensez que ça a contribué à cliver un petit peu la société guadeloupéenne ? Ah bah oui, ça complètement. Ça crée, il y a le colorisme, à cause de ça que le colorisme existe toujours. Oui, mais complètement. Oui. Ah oui, complètement, parce qu'il y a eu une forme d'identification entre la place dans la société et la couleur. Oui. Et vous savez, les gens, ils ne se posent pas de questions. Hein. Ils voient les maîtres sont blancs, ils disent c'est parce qu'ils sont blancs qu'ils sont maîtres. Mais en réalité, ils sont maîtres et blancs. Oui. Parce que les blancs qui arrivent, alors il y a deux types, enfin j'ai dit ça même dans vos ouvrages, il y a des blancs qui ajoutent un 2 à leur nom. Oui, ça se fait en France aussi. C'est-à-dire la particule. Oui, la particule. Mais comment dire, l'idée est la suivante, c'est-à-dire vous êtes un planteur, vous appelez Douillard, puis vous avez une habitation mahaudière, puis vous dites Douillard de la Mahaudière, et puis voilà, puis au bout de la génération suivante, on pense que c'est un titre de noblesse. Bon, ça c'est une stratégie pour apparaître noble qui a été très utilisée. Ouais. Alors la conférence qui sera faite, c'est au MAC, Voilà, c'est au MAC, c'est gratuit déjà. Oui, c'est ce soir ou demain ? C'est ce soir, donc c'est ce jeudi à 18h. Oui. Donc l'entrée est gratuite, il faut juste s'inscrire. Enfin, il y a une billetterie, mais c'est une billetterie gratuite. Oui. Voilà, et donc elle porte sur la question des livres de couleur en lien avec l'exposition, avec ce parcours de Guillaume Le Thiers, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a le général Dumas. Il y a également le chevalier de Saint-Georges, voilà. Donc, et le fait que, dans l'histoire de France, on ait quelques figures comme ça qui ont vécu la monarchie, la Révolution, l'Empire, et qui ont finalement creusé leur trou, quoi, dans ces sociétés-là. Dominique, une question, tu avais ? Puis-je poser une question à M. Rijan ? Bonjour, M. Rijan, déjà. Bonjour. Moi, j'ai un problème avec l'identification. Nous sommes peuple guadeloupéen, par principe, et en 2003, pour permettre aux personnes de voter à l'évolution institutionnelle, nous sommes passés de Français de France à population française d'outre-mer. Mm-hmm. Et donc, moi, je sais que je suis peuple. On m'a passé en population française d'outre-mer, donc ce qui veut dire que je ne suis pas un Français à part entière. Est-ce que cela ne fait pas de moi un apatride ? Non, je ne pense pas, mais effectivement, on a un problème par rapport à ces dénominations. On n'est pas français, on n'est pas population française d'outre-mer, on est quand même pas peuple. On est quand même français, mais si, en fait, ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'on est français sans être autre chose. Mais l'identification population française d'outre-mer, ça ne vous pose pas un problème ? Ah bah si. D'accord. Bah si, mais on se souvient de ce débat. Hein. D'ailleurs, ce sont plutôt les députés de La Réunion qui n'ont pas voulu que soit inscrit le terme de peuple. Donc, Et à l'ONU, nous sommes toujours inscrits en tant que peuple. Parce que même les Corses se posent le problème. En Corse aussi, le problème est posé. Ce problème c'est la contradiction des
comment dire, des principes inhérents à la République. La République une est indivisible fait que... Alors, Frédéric, il y a une question qui me revient et je n'ai pas trouvé de réponse. À quel moment le Guadeloupéen apparaît en tant que Guadeloupéen? C'est-à-dire, quand les esclaves, les gens soumis à l'esclavage arrivent en Guadeloupe, bon, ils sont des Africains. Ben, à l'époque, ils sont quoi alors, réellement? Parce que je sais le combat de, comment il s'appelle, l'Indien de Capesterre, bon, pour avoir la nationalité française. Mais Sidan Barom. Sidan Barom, exactement, je cherchais le nom. Mais pour les Guadeloupéens, à quel moment le terme Guadeloupéen paraît? Est-ce qu'à l'époque d'Ignace, d'Elgrès, ils sont Guadeloupéens, ils sont quoi à l'époque? La manière dont on identifie les gens à l'époque, c'est... on est d'ailleurs plus une commune. Par exemple, Delgrès, il est identifié non pas comme martiniquais, mais comme natif de Saint-Pierre. Ah, d'accord. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la géographie et dans le fonctionnement des déplacements des gens à l'époque, on se déplace par bateau. Oui, on fait Basse-Terre-Pointe-à-Pitre en bateau. Oui. Et donc, finalement, quand on va de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, déjà, on change d'île, parce que c'est la Basse-Terre à la Grande Terre. Mais voilà, on est plus dans une conception archipélagique. C'est-à-dire que, en gros, c'est de la même manière, on se déplace de Basse-Terre à Capesterre comme on se déplace de Basse-Terre aux Saintes. Oui. Voilà, donc il n'y a pas cette vision de Guadeloupe en tant qu'identité géographique. Oui. L'identité géographique à cette époque-là, c'est vraiment une identité communale, paroissiale. Oui. On est de vieux habitants, on est de vieux forts. Et à quel moment apparaît donc cette identité guadeloupéenne entre guillemets? Je ne parle même pas de la langue, ça c'est un autre problème, ça. C'est plus tard, hein, je pense... 46. Moi, mon sentiment, c'est plutôt la deuxième moitié du 19e siècle, et c'est même, je pense, c'est lorsque les Martiniquais et Guadeloupéens se rencontrent avec la migration, notamment du Bumidum, à Paris, quoi. Vous voyez, c'est comme le terme d'Antillais, il naît à ce moment-là. Auparavant... ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Donc, le terme antillais pour désigner des populations, c'est quelque chose qui va naître avec cette migration de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, petite dernière question, Frédéric, après on passe à Dominique Assami. Une conférence de ce type sur les livres de couleur, est-ce que ça contribue un petit peu à apaiser, entre guillemets, le colorisme en Guadeloupe? Est-ce que c'est la fonction? Vous savez, il y a un de mes collègues qui dit... La mémoire est pathologique et l'histoire est thérapeutique. Donc moi, je pense qu'il faut expliquer les choses, il faut mettre à la disposition, on a des scientifiques, des chercheurs, il faut que ce soit utile. Donc voilà, moi, je mets mes connaissances à disposition du public. Après, chacun digère, intègre, et parfois, des fois, on a l'inverse du résultat escompté. Hein. Vous avez des gens aussi qui utilisent l'histoire pour développer des théories racistes. Hein. Donc, on le voit dans beaucoup d'endroits du monde. Ton confrère de Basse-Terre que tu connais, Oné, l'autre jour dans le débat, il disait que solitude n'a jamais existé. Non, il n'a pas pu dire ça. Il a dit ça? Si, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça? Je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec lui, puisque... Oui, elle est mentionnée dans le texte de la Cour. La Cour en parle... Qui est quand même un témoignage très fidèle de... La Cour, c'est pas un gars qui invente. C'est juste un petit paragraphe, etc. Voilà, oui, mais bon... peut-être qu'il voulait dire la solitude de Schwarzbart n'existe pas. Ça, là, je suis d'accord avec lui. Mais en tant que personnage historique, elle existe. Par contre, on sait peu de choses d'elle. Voilà. Puisqu'on ne sait même pas ce qu'est devenu son enfant, d'ailleurs. Non. Voilà. En tout cas, merci. Donc, 18h30, c'est ça? Non, 18h. 18h, au MAC, conférence sur le livre de couleur avec un historien qui sait de quoi il parle. J'espère. Non, mais je sais bien. Je ne suis pas toujours d'accord sur tout, mais enfin, il sait de quoi il parle. Le prochain bouquin, c'est quoi déjà? C'est Toussaint l'ouverture face à Napoléon, mais il est en cours d'écriture. Et voilà. Donc tu reviendras le moment venu pour le présenter. Exactement. Voilà. Il ne faut pas que je revienne trop souvent parce que... tu reviens trop souvent dans ton pays? Non, c'est pas ça, il faut que j'écrive. Je parlais à la télé. Ah d'accord, ok. On a compris. Oui, je suis avec beaucoup d'attention les travaux de M. Régent
et je ne manquerai pas à m'accaparer le prochain livre. Alors Dominique, merci d'être là puisque le SNEG fonctionne. Je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis depuis au moins 5-6 ans. Ça fait depuis les soucis ont apparu à partir de 2006 avec l'arrivée du RSI, le régime social des indépendants. Et puis depuis, nous travaillons avec les parlementaires pour pouvoir faire évoluer notre cause et pour que nous soyons entendus. Et là, ça prend forme. Alors ça commence à prendre, parce que je sais qu'il y a eu pendant longtemps un bug incroyable sur le système informatique. Alors déjà, dans un premier temps, pour que nous soyons d'accord, je n'incite personne à ne pas payer leurs cotisations sociales. Parce que quand on travaille, c'est pas comme l'eau. Comme on est en entreprise, parce que les cotisations sociales qui sont payées sont intimement liées avec le nombre de trimestres escomptés pour pouvoir permettre aux gens d'avoir leur retraite. Par contre, le montant, la créance qui est exigée est insincère et jusqu'à maintenant, elle est toujours insincère. Jusqu'à aujourd'hui, c'est insincère. Alors, si on peut faire un petit résumé rapidement pour nos téléspectateurs et puis pour M. Régent aussi pour qu'il soit au fait de la chose. Alors, en 2006, on a créé le RSI, le régime social des indépendants. En 2008, ce régime, pour pouvoir fonctionner, se dote d'un logiciel, le logiciel SNV2. Alors, le logiciel, pour ceux qui sont férus en informatique, le logiciel n'est rien d'autre qu'un programme, le SNV2, et pour qu'il fonctionne, il lui fallait des données. Donc, quoi de plus naturel que d'aller chercher les données auprès du logiciel Taïga des URSSAF, nom, prénom, date de naissance, immatriculation, ainsi que le logiciel SCR chargé de la collecte des retraites. Et quand ils ont marié les trois systèmes, le SNV2, le Taïga et le SCR, il y a eu un bug informatique qui a déclenché des dysfonctionnements qui n'ont jamais été réparés jusqu'à aujourd'hui. Je prends de responsabilité en disant ça. Je ne comprends pas. Malgré nos interventions. À l'intelligence artificielle, absolument. Et un bug sur un logiciel n'a pas été résolu. Oui, mais c'est parce que ça coûte très cher. L'enlever et mettre un autre ou même le réparer, ça coûte très cher. Mais ce n'est pas notre problème. Nous, ce que nous souhaitons, nous les indépendants, c'est de pouvoir payer le juste prix de ce qu'on doit. Alors, quand ça a commencé, nous sommes un petit peu énervés par rapport à ça. On a fait savoir qu'il y a un problème et tout. Et monsieur Bruno Le Maire, qui était dans l'opposition de monsieur Hollande à l'époque, lui et 108 parlementaires ont dénoncé la chose et ont demandé la suppression du RSI. Et malheureusement, quand il est devenu ministre de l'économie, il est devenu totalement à tonne et à faune. Oui, donc les politiques se sont emparés de la chose, demandant la suppression du RSI. Macron a dit que c'est un monstre bureaucratique. Marine Le Pen a dit que c'est un serial killer des entreprises. Et donc, du coup, quand ça a commencé à faire boule de neige, le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse établir une autre façon d'approcher les cotisations. C'est à ce moment-là qu'a vu le jour de la loi Pinel de 2014 pour les indépendants. Alors la loi Pinel, c'était un bonheur pour nous, logiquement, si ça avait été adopté par la Sécurité sociale, qui donne un plafond pour les métiers de service. Vous n'avez pas le droit de dépasser 72 000 euros. Et pour les métiers marchands, vous ne dépassez pas 176 000 euros. Par contre, quand vous faites votre déclaration de revenus, vous ne pouvez être taxé au-delà de 22%, ce qui était une affaire pour nous, puisque avant nous recevions des sommes exorbitantes, on ne savait jamais qu'est-ce qui était payé, qu'est-ce qui n'était pas payé, tandis que là, nous avions une lecture claire, c'est-à-dire que vous faites une déclaration de revenus de 50 000 euros, vous savez à 22% que vous devez 11 000 euros. Donc vous payez, vous vous occupez plus de rien, la vie est belle, le monde est beau. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme la Sécurité sociale est toujours en déficit, ils ont persisté à maintenir le logiciel SNV2 qui était défaillant, qui chaque fois que vous faites vos déclarations de revenus, ça se projette en taxation d'office dans des sommes exorbitantes, puis personne ne comprenait plus rien. Alors donc, nous, ce que nous avons demandé aux indépendants, chaque fois que vous recevez une mise en demeure et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez la loi pour vous. L'article 1353 du Code civil dit que le créancier doit apporter la preuve de sa créance. Oui. Et contester une créance est un fait constitutionnel. Même un policier ou un gendarme vous donne un procès-verbal, vous avez le droit constitutionnel de dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne paye pas ça parce que je ne suis pas d'accord. C'est votre droit constitutionnel. Et ça n'a pas manqué puisque
en 2022, nous avons travaillé avec nos parlementaires et ces parlementaires ont fait voter l'article 2022-172 du 14 février 2022 et entré en vigueur le 15 mai 2022 qui dit clairement qu'il y a une séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Donc la loi dit en substance que le patrimoine personnel, j'insiste sur le personnel, est insaisissable. Pour autant, puisque je crois que nul n'est censé ignorer la loi, pour autant, la Sécurité sociale et les URSSAF continuent à demander jusqu'à aujourd'hui aux commissaires de justice, c'est-à-dire les huissiers d'hier, d'aller sur les comptes, tous les comptes des personnes redevables pour piller le compte. Et ces commissaires de justice prennent tout l'argent sans même pas laisser les 30% de survie obligatoires et demandés par l'État. Donc, ce qui veut dire que nous sommes les seuls à être punis, à pouvoir être punis sur nos comptes personnels. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps de faire ce travail qui fait que avec les parlementaires, et tous les parlementaires de la Guadeloupe et même des Outre-mer nous ont accompagnés sous ce cas-là, qui fait que M. Mathiazin, récemment, parce qu'on a eu des avancées jadis, mais le plus récent, c'est M. Mathiazin qui a fait voter un amendement à l'Assemblée nationale, et je peux lire les 2 paragraphes, c'est très court, avec l'appui précieux et efficace de son collègue, le député Elie Califère, le député Max Mathiazin a fait adopter lors de la séance publique de l'Assemblée nationale le 7 novembre un amendement demandant au gouvernement un rapport sur les dysfonctionnements du RSI, ancien régime des indépendants, qui perdure malgré les transferts au régime général. Le SNV2, le système informatique qui a été utilisé par l'ancien régime RSI, a été en effet toujours en cours aujourd'hui et continue à produire des factures non justifiées à l'encontre des indépendants, conduisant des centaines d'entre eux dans des difficultés financières inextricables aux conséquences parfois dramatiques, puisque beaucoup de personnes se sont suicidées quand les huissiers sont venus saisir les maisons et les propriétés, tout ce qui est le patrimoine personnel, alors qu'ils en étaient interdits à partir de 2022, il y en a qui se sont suicidés. Oui, non, mais j'allais poser la question parce que, Dominique, vous avez dit tout à l'heure, vous encouragez les gens à payer leur... Tout à fait. Oui, mais alors, c'est un petit peu contradictoire, puisque... Non, mais ce n'est pas contradictoire, M. Danzonis. C'est-à-dire que vous recevez une créance à payer. Oui. Vous estimez que la créance est exorbitante et que vous ne comprenez rien. Je demande aux personnes de ne pas... contester. De la contester. D'accord. De la contester, de dire je ne suis pas d'accord à payer ça. Ou même si quelque part il faut payer, mais il faut payer le juste prix. Alors, mais comment on arrive au juste prix, puisque le logiciel fonctionne mal? Justement, nous avons demandé à plusieurs reprises à la Sécurité sociale, la CGSS et même la maison mère de nous fournir le mode de calcul qui leur permette de faire ce calcul. Ça fait 3 fois qu'on n'a pas eu de gain de cause. Lorsqu'ils disent que le RSI est supprimé, puisque c'est ce qu'ils disent, en 2018, il y a eu une transition, censée être une transition de 2018 à 2020, permettant le RSI de passer du RSI à la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. À aujourd'hui, il n'y a jamais eu de rapport, à tel point que le député Max Mathiazin a demandé à ce qu'il puisse avoir accès au rapport sur la transition. Il lui a répondu qu'il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas. Alors, moi, ce que je voudrais dire aux chefs d'entreprise, et notamment les indépendants, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'il y a déjà cet amendement qui est passé. C'est le plus récent. Mais au Sénat, le sénateur Théophile a permis d'arracher un moratoire, puisque avant les moratoires c'était 24 mois, 10 mois, 36 mois maximum. Et donc là, depuis le 1er janvier 2026, quand vous avez une créance à la Sécurité sociale, vous pouvez aller jusqu'à 60 mois de moratoire avec suppression des pénalités. Mais ce que je rajoute, c'est que quand vous signez un moratoire, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la créance exigée. C'est pour ça que je dis, avant de signer quoi que ce soit, il faut nous appeler, il faut venir travailler avec nous pour pouvoir démontrer avec l'article 1353 du Code civil que la créance n'est pas juste, elle est insincère. Et donc, pour cela, nous avons eu
avant-hier, j'ai eu un entretien avec un avocat, puisque nous avons notre avocat dans l'Hexagone, Maître Michel Bourgeois du barreau de Grasse dans la ville de Cannes, avec qui nous travaillons sur le territoire hexagonal. Et il y a 2-3 jours de ça, nous avons eu un entretien avec l'avocat Monsieur Raphaël Morton, avec qui nous allons travailler, puisque nous sommes en train d'établir une convention de travail, qui fait que là, maintenant, nous allons passer à un niveau supérieur. Nous n'allons pas mettre aujourd'hui à plat notre stratégie, puisqu'avec l'avocat, nous avons une stratégie bien définie. Et là, nous allons démontrer à la Sécurité sociale que maintenant, ça suffit. Vous avez pillé les chefs d'entreprise, maintenant, ça suffit. Il faut laisser les chefs d'entreprise travailler, parce que quand on dit que les entreprises fonctionnent, moi, je rigole. Je rigole, M. Lanican. Au niveau des entreprises, notamment des travailleurs indépendants, 3 travailleurs indépendants sur 5 ne font pas de chiffre d'affaires à l'année. Ils gagnent de l'argent pour payer le loyer, l'électricité, l'eau, le téléphone, l'assurance, les charges. Mais quand ils ont payé tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, ils ne gagnent pas d'argent. Sur les 2 autres qui restent, il y en a 1,5 qui est K1 au niveau de ses cotisations sociales, et il y a 0,75% de chefs d'entreprise qui arrivent à s'en sortir relativement bien. Vous êtes combien de travailleurs indépendants en Guadeloupe, globalement? Alors en 2024-2025, nous avons atteint un pic de 35 000 travailleurs indépendants, ce qui fait de nous la plus grosse force entrepreneuriale. Par contre, aux récentes données de l'INSEE, je crois, sauf erreur de ma part, nous sommes passés à 25 000. Donc, c'est-à-dire, en moins de 2 ans, nous avons perdu 10 000 chefs d'entreprise. Alors, il faut se poser la question, pourquoi ? Parce que je suis bien d'accord qu'il y ait des problèmes avec les guerres qu'il y a dans l'Hexagone, qu'il y a des conteneurs qui sont multipliés par le prix des conteneurs qui sont multipliés par 3 ou 4, qu'il y a des problèmes d'assurance, qu'il y a des problèmes d'eau, qu'il y a des problèmes comment ça s'appelle encore, de délinquance. Mais le plus gros problème reste la communication, l'échange avec la sécurité sociale et les URSSAF, qui sont en train de faire un travail de sabotage. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a des entreprises qui créent, on a besoin de 3 000, mais on ne donne jamais le chiffre d'entreprises qui décèdent. Et c'est ça l'astuce. Alors, avant de terminer, quand même, le conseil que vous donnez aux gens qui sont travailleurs indépendants par rapport à cette situation, que doivent-ils faire? Alors, la première des choses, c'est qu'ils sachent que nous ne sommes pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. Que nous avons maintenant aujourd'hui un conseil juridique qui s'appelle Maître Raphaël Morton, avec qui nous avons travaillé. Aujourd'hui, les choses vont se faire dans les règles, puisque quand nous écrivons, même avec accusé de réception à la Sécurité sociale, il n'y a pas de réponse, rien du tout, alors qu'ils sont obligés de vous répondre. Et donc là, venez vers nous. Pour ceux qui ont un stylo et un papier, mon téléphone c'est 06 90 54 23 60. Sinon ils appellent Canal 10 et puis ils auront le numéro de téléphone sans problème. Et donc je voulais juste dire un petit mot très important sur un point très très important. Au niveau de la retraite, parce que j'ai parlé des cotisations pour la retraite. Quand à l'année, dans les 43 annuités, un salarié, le patron cotise pour un salarié, il arrive à payer, je vous avais donné, M. Sandonis, le document, il arrive à payer environ 250 000 euros pour 43 annuités pour le salarié, ce qui va lui octroyer une retraite de 1 000 à 1 200 euros de retraite. Tandis que l'indépendant qui est ponctionné plus de 500 000 euros pour les 43 annuités, va toucher 475 euros de retraite. Il y a un problème. Et puis vraiment pour terminer, il y a un autre problème que j'appelle, pour moi c'est un délit. Quand quelqu'un part à la retraite et que cette personne décide de rempiler parce que la pension est assez faible pour lui, il décide de rempiler pour 5 ans. Il ouvre une entreprise, en général en micro-entreprise. Et quand il ouvre cette entreprise, il est condamné à payer les cotisations sociales, ce qui est normal. Pour autant, quand il arrête après les 5 ans, il ne retrouvera pas, puisque quand il paye les cotisations, il y a des trimestres qui sont payés. Eh bien, il n'y aura pas de trimestre rajouté à sa pension, ni augmentation de salaire, de pension. Et quand j'ai posé la question tant à M. Véron, ancien directeur de la CGSS, M. Casano, directeur par intérim qui est passé chez nous, et aujourd'hui M. Dallot, que j'ai rencontré récemment, à qui j'ai posé la question, j'ai dit mais il y a un problème. Il m'a répondu que c'est de la solidarité. Comme quoi,
ce que les gens payent, c'est à fond perdu et que c'est de la solidarité, alors que la loi dit 1 euro récupéré, 1 euro payé en cotisation par l'affilié doit servir à l'affilié. Donc c'est ce qui me permet de dire que nous avons des conférences que nous allons faire en Guadeloupe, mais la plus proche sera celle du 26 janvier à Paris, parce que nous allons rencontrer la communauté entrepreneuriale de Paris et quelques élus. Ça va se faire à la Maison de la Guadeloupe, qui a été mise à disposition pour le SNEG. Nous allons faire une conférence, une réunion d'information, nous allons expliquer tout ça, puisqu'il nous faut du temps pour pouvoir communiquer et puis échanger. Et donc j'inviterai M. Régent, s'il est disponible à Paris, de venir à cette réunion d'information pour avoir plus d'informations. Et je n'en doute pas qu'il sera présent. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour toutes ces informations concernant les travailleurs indépendants. Je rappelle donc que ce soir, conférence au MAC sur les hommes libres de couleur avec Frédéric Régent. Et donc le 26 janvier à Paris, à la Maison de la Guadeloupe. Oui, alors tous ceux qui ont des amis, tous les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais ou Réunionnais qui sont à Paris dans cette période-là, qui nous appellent parce qu'il faut s'inscrire. C'est gratuit pour eux, pareil, mais il faut s'inscrire sur une liste puisque la salle n'est pas très grande, donc on va très vite atteindre notre quota. Et puis les Guadeloupéens qui sont ici, qui ont des amis, des parents qui sont chefs d'entreprise à Paris, contactez-moi, que je puisse vous envoyer le flyer pour pouvoir vous inscrire à notre rendez-vous du 26 janvier à 18h30 à la Maison de la Guadeloupe. Je sais que c'est 98 rue de Sèvres, le 7e. C'est dit. Merci en tout cas d'être venu. Je vous remercie, monsieur. Aussi, monsieur Régent, qu'on reverra bientôt, je suis sûr, avant le mois de mai. Voilà, il est 13h30, on prend la dernière pause. On se retrouve avec nos deux derniers invités, Eddie Arnel et Dina Lavizou. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL. Aujourd'hui, je fais un rapide rappel des titres. On a parlé du comité de pilotage de la Route du Rhum qui débute, vous le savez, la Route du Rhum, c'est en novembre. Cette grève à la clinique de l'Espérance qui vient de commencer et qui semble perdurer. On a donné la parole aux organisateurs de la conférence de presse du tournoi féminin international de tennis qui se fait à Petit-Bourg, qui débute. Et puis là, on va partir tout de suite à l'inauguration d'une boutique solidaire dédiée aux femmes. C'est Solène Fèvre qui était sur place, on regarde. Le planning familial a souhaité ouvrir une boutique solidaire pour la santé des femmes et du nourrisson en raison du fait que nous avons constaté chez nos patientes qu'elles venaient régulièrement demander notamment des serviettes hygiéniques, tout ce qui concernait les règles et l'hygiène féminine. Souvent des étudiantes, souvent des femmes avec des petits revenus, et donc ce besoin ayant été constaté sur le terrain, au départ nous avons souhaité ouvrir une boutique pour lutter contre la précarité menstruelle. C'est un vocable qui désigne la difficulté qu'ont certaines femmes, pour des raisons économiques, sociales, professionnelles, sanitaires, à avoir accès aux protections périodiques. Et puis on s'est vite rendu compte que le besoin allait au-delà de la question de la précarité menstruelle. Donc en travaillant le projet, en interrogeant les patientes, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait pousser plus loin, offrir plus de services. Et donc nous avons souhaité ouvrir donc une boutique qui va répondre à ces questions de la précarité menstruelle, mais aussi à toutes les questions de difficulté d'accès aux produits d'hygiène générale pour les femmes, aux produits d'hygiène intime, aux produits d'hygiène pour les nourrissons et puis aussi à certains produits alimentaires pour les nourrissons. Pour les produits, on aura vraiment des prix qui varient entre 2 et 15 euros grand maximum. Donc tout ce qui va aller au-delà de 25 euros. Donc les produits seront à 15 euros. Pardon. Et voilà, donc on aura des barèmes qui déduira de 20%, 30%, 50% en fonction des produits. On a vraiment regardé la population qui sera en dessous du SMIC, donc qui ont des revenus très chers, voire pas de revenus du tout. Et on a aussi un accès pour les personnes qui sont pas en situation régulière. Ce qui est important de dire aussi, il ne s'agit pas que d'une boutique, il ne s'agit pas que de vente solidaire de produits d'hygiène et de soins. Il s'agit aussi d'une prise en charge globale. Il y a l'espace boutique et à côté, il y a un espace où nous réaliserons des ateliers en santé sexuelle, ateliers sur l'anatomie, accompagnement pour l'allaitement du nourrisson, puisque nous avons la chance d'avoir une jeune femme qui est formée pour cela. Et les ateliers sur le développement personnel, sur l'estime de soi, sur l'accompagnement sur des projets, sur l'accompagnement sur l'insertion avec l'accompagnatrice sociale. Donc il y a vraiment une prise en charge
de ces personnes vulnérables au-delà du simple achat des produits que nous proposons. Voilà, cette boutique solidaire est nécessaire puisque la précarité, vous le savez, se développe. Des milliers de Guadeloupéens aujourd'hui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Certains se débrouillent, entre guillemets, avec le RSA qui n'est pas suffisant. Et donc, une boutique solidaire, c'est tout à fait indiqué. On va changer de sujet. Je vais parler de lecture publique avec Eddie Arnel, qui est accompagné de Dina Lavisio, directrice adjointe du réseau Lecture publique. Alors, comment ça va s'organiser, Eddie? Bonjour tout le monde. Bien, déjà, il faut savoir que notre nouvelle politique, c'est faire bouger un peu les choses et aller vers des petits espaces, enfin des petits lieux de spectacle. Et en ce sens, on a voulu faire optimiser les médiathèques. Voilà, un lieu de culture. Et comme il s'agit des nuits de la lecture, ça tombe le jeudi 22 janvier, donc bientôt, très bientôt. On a eu la chance de rencontrer enfin quelqu'un qui a pu nous ouvrir son espace, en l'occurrence celle qui m'accompagne là, c'est Dina, pardon. Dina, comme elle a changé de nom. Alors que, elle a changé de nom. Oui, mais elle dira tout ça. Alors c'est Dina de la médiathèque Roger Thompson, et nous on veut faire une grande fiesta, je dirais. Les nuits de la lecture, une vue théâtrale de la chose, mettre debout, verticaliser les mots, donc quitter les livres et théâtraliser, mettre en spectacle le livre. On va profiter de cette soirée pour que ça soit magique. Et aussi une plongée, en fait, donc c'est une expérience immersive dans notre enfance. Donc on demande au public de venir en pyjama. Ah bon, carrément? Mais oui, ce serait intéressant. C'est tout ça c'est tout ça le théâtre. Venez ce jeudi 22 à 18h. Janvier à 18h, de 18h à 21h. On sera à la médiathèque Roger Thompson. Et là, les histoires seront debout, en train de déambuler dans l'espace et vous raconteront leur vie, leur périple. Il y a aussi des petits ateliers pour mieux introduire la lecture de manière ludique, pas mal de petits jeux. Et c'est intéressant que si tout chacun joue, je sais qu'on vienne en pyjama, en robe de chambre, nuisette, enfin tout ce que vous voulez, en tétine, biberon, pour venir se faire border en fait. C'est une expérience toute nouvelle qu'on essaie de faire avec le concours de la médiathèque Roger Thompson. Alors Madame Lavisio, pardon, comment ça va s'organiser chez vous à la bibliothèque? L'ouverture, c'est à quelle heure? À 18h, les portes seront ouvertes bien avant, et puis avec mon équipe, nous serons là pour accueillir tous les partenaires et ainsi que le public. Nous attendons nombreux. Oui. Et il y aura quoi? Il y aura des lectures théâtralisées? Qu'est-ce qu'il y aura des... Monsieur dit, c'est lui qui... Oui. Donc tout d'abord, je crois que j'ai envie de faire une animation pour rendre, quand je dis optimiser les médiathèques, c'est lieu de savoir qu'à mon sens, mériterait d'être mise en spectacle. Oui. Mériterait d'être mise en spectacle pour qu'il y ait peut-être un engouement. Sortir de cette dimension peut-être, à mon sens, poussiéreuse du livre, où le numérique a déjà frappé un grand coup, et comment on peut remettre dans cet espace sensoriel le livre. Beaucoup de gens regrettent le toucher, le papier, entend longtemps la plume, l'écriture. Bon, maintenant, comment faire en sorte que le théâtre remette ça au goût du jour à travers les corps, bien sûr. Donc déjà une petite animation à l'entrée de l'espace, pour faire vibrer le quartier. C'est un quartier sensible, classé sensible. Donc faire en sorte que cette précarité peut-être intellectuelle, cette précarité du savoir puisse trouver une réponse à travers nos corps, nos propositions. Petite animation théâtrale, une lecture du monde assez particulière, je vous réserve la surprise. Et ensuite, nous entrons dans l'enceinte de la médiathèque qui sera donc partagée en 4 petits ateliers, à travers des petits jeux. Donc ce serait un apport, une sorte d'accroche assez ludique autour de la lecture. On parle de méthode globale, syllabique, fait tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait donner à travers le corps, la voix, les sens? Donc 4 petits ateliers. Nous aurons la Benzo qui nous fera l'amitié aussi
de donner son expérience, parce qu'il y a longtemps qu'il est dans le monde du conte, et aussi dans cette espèce de transmission du savoir, du créole, de la lecture en fait. Donc il parlera à travers un petit jeu de son expérience. Et après, l'ensemble du public sera invité, plongé, à venir carrément se coucher sur des tapis et se faire border par des histoires qui seront là, debout, en train de déambuler. Et chacun viendra pour nous rappeler ce moment-là. C'est assez doux, enfin j'espère, hein, puisque certains d'entre nous n'ont pas connu ça, mais la plupart, ô combien on regrette cette caresse maternelle, cette façon où maman ou quelqu'un de la famille, un plus grand, nous couchait, nous bordait et nous racontait une histoire, ce qui nous permettait d'entrer pleinement dans les jouissances de notre enfance, en fait, de bien grandir. C'est ça, donc c'est cette expérience qu'on aimerait retrouver, renouveler avec les grandes personnes. Donc tout le monde, on vient en pyjama et on plonge dans notre enfance, cette enfance d'antan. Et encore une fois, merci, parce qu'on peut faire cette expérience avec la médiathèque Roger Thompson, grâce à Dina. Encore 1000 merci. Alors justement, Dina, oui. vous avez été, enfin, il a eu du mal à vous convaincre de cette manifestation. Non, parce que je suis récemment Madame Laviso, c'est pour ça. Il voulait peut-être pas dire mon nom de jeune fille, mais c'est Mme Seria qui épouse Laviso. Voilà. Et moi, je suis heureuse de l'accueillir. Et puis, il a peut-être oublié de le dire, mais tous les mardis aussi, hein, on a ouvert nos portes à la Comédie Arnel avec des ateliers de théâtre de 18h à 20h. Alors, il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire. Les portes sont grandes ouvertes. D'accord. Et les gens apprécient, d'une manière générale, quand ils viennent à la si, parce que nous recevons aussi le tout public. Il y a des usagers qui viennent pour étudier. Et puis c'est vrai que quand les gens ils entrent à la médiathèque, parce que l'extérieur, avec certains IHU, c'est pas notre avantage, mais c'est vrai, j'espère que ça va changer. Mais c'est vrai qu'on entre à l'intérieur de la médiathèque, les usagers ont du mal, ils nous disent « Oh mon Dieu, c'est agréable », et ils ont du mal à partir. Et les adultes ont plus tendance à apprécier l'espace jeunesse où on va terminer justement l'animation le 22. On dit souvent que, enfin j'entends ça, comme vous êtes directrice d'une médiathèque, je pose la question, que les Guadeloupéens ne lisent pas suffisamment. Les Guadeloupéens, ils sont plus sur le numérique, et puis nous, notre mission, c'est de les emmener justement, surtout les ados, par ceux qu'ils aiment, les emmener à la lecture. Par exemple, les jeux des vidéos, je sais qu'ils aiment les jeux des vidéos, mais on peut mettre des actions en place le samedi, par exemple, pour pouvoir avoir accès aux jeux, passer dans l'espace numérique, passer dans les rayonnages où il y a les livres, emprunter son ouvrage, lire un peu et après avoir accès aux jeux. D'accord. Et je reviens vers Eddy. Ça c'est une manifestation un peu particulière dans le cadre de la nuit de la lecture, mais le théâtre lui-même commence à se situer en ces jours-ci, parce que je sais qu'il y a toujours une innovation, une créativité. Oui, heureusement. Mais comme elle a dit, tous les mardis soirs, on est déjà dans l'enceinte. C'est ça, réveiller en fait ces lieux de savoir que sont les médiathèques. Tous les mardis soirs, on a notre atelier théâtre, le théâtre du jeu. C'est un théâtre essentiellement axé sur les centres d'intérêt de l'individu. Vous venez, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous aimeriez mettre à jour, l'atelier vous le permet. Tous les mardis soirs, on est là. Et donc, on va ponctuer les grands rendez-vous de la médiathèque. Il y a les nuits de la lecture qui arrivent, il y a d'autres rendez-vous autour du livre. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, oui, les gens n'aiment pas trop lire, mais le théâtre est une lecture du monde aussi. Donc nous remplaçons les mots. Ce sont des mots que nous mettons en forme et en corps, et en chair, et en voix aussi. Donc le théâtre est un grand livre ouvert du monde, on peut le penser comme ça. Et c'est pour ça que non seulement le mardi soir, on est là avec l'atelier, mais en plus, à chaque rendez-vous du livre, on sera là pour créer du nouveau. Il y a encore d'autres actions. Il y a Partir en livre, le temps des poètes. Puis aussi, comme je suis aussi référente illettrisme et électronisme au niveau de Cap Excellence pour les agents, alors cette année, on va pointer du doigt l'illettrisme. Et avec Eddy aussi, on a un projet, beaucoup de projets dans ce sens. Oui.
Pas de pièce tout de suite dans les médias? Ah si, il y a une pièce, mais nous passerons avec mon ami qu'on connaît, Manuel Bolbec, Loulou. Oui. Nous passerons donc te voir parce que c'est une pièce qui sera liée justement à cet audit sur l'évolution institutionnelle. Oui. Il y a un spectacle assez particulier, déjanté, et qui va regrouper l'illettrisme aussi. Donc c'est voilà, le Guadeloupéen basique qui veut changer son monde. Ce sera ça le spectacle. Dans combien de temps? Faut compter, on pense vraiment proposer ça dans le cadre de Cap Excellence en théâtre. Ah oui, le festival. Ah, donc là maintenant nous sommes dans les starting blocks et on essaie d'être fin prêt. Voilà. Oui. Dernière chose, Madame Lavisou, la fréquentation de la médiathèque, elle est plus vers les seniors ou bien vers les jeunes? Plus les adultes et les seniors, mais comme nous avons beaucoup d'établissements scolaires autour de la médiathèque, c'est vrai qu'on a une grande fréquentation, il y a beaucoup de demandes, on met des actions en place en journée pour les scolaires. Bien, ben on prend donc ce rendez-vous, alors on le rappelle quand même. Alors rendez-vous ce jeudi 22 janvier de 18h à 21h pour une expérience assez extraordinaire à la médiathèque Roger Thompson de la Croix. Oui. Nous serons là pour vous faire revivre ces moments-là où le soir on se laissait aller au bras de nos parents qui nous racontaient une histoire en fait. Donc venez en pyjama surtout, Louisette, robe de chambre, pyjama, tétine, biberon, tout ce que vous voulez, pour que ça soit ludique. Voilà, on vous attend. Les nuits de la lecture, le jeudi 22, médiathèque Roger Thompson. D'accord, alors je vais rappeler nos invités. Chantal Labille, directrice de Voix Capable, est venue pour nous inviter le 25 à une journée de l'autoproduction, autoconsommation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu tout à l'heure une boutique solidaire, mais il y a de plus en plus cette volonté chez les Guadeloupéens de produire eux-mêmes leur alimentation, y compris les produits esthétiques, elle l'a dit, pour les femmes. Donc ce sera le 25 à Petit Canal. Pascal Nanou, le doyen de l'université de la faculté Roger Thompson, était aussi notre invité. Nous invite à 2 journées portes ouvertes, une à Saint-Claude, une à Fouillol, pour présenter un petit peu, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le parcours sup pour les gens qui passent le bac en ce moment, qui vont passer le bac, et c'est le moment de s'inscrire à l'université. Frédéric Régent, historien, maître de conférence, directeur de recherche, est venu aussi nous parler d'une conférence qui se fait ce soir au MAC sur l'histoire des libres de couleur, c'est-à-dire ces gens qui, pendant la période esclavagiste, étaient, entre guillemets, plus ou moins libres, comment ils vivaient, comment c'était à cette époque au XVIIIe siècle. Bien, ce soir à l'université, au MAC. Dominique Virassami, président du SNEG, lui donne rendez-vous à Paris. Ce sera le 28 janvier pour une conférence sur la situation des indépendants. Et puis avec Eddy, on a parlé de cette soirée spéciale et Madame Lavisou de cette nuit de la lecture en pyjama. Donc grand bonnet en pyjama. Depuis 18h. En tout cas, merci. Et puis la Guadeloupe, voilà, tu parlais des Guadeloupéens qui font des choses. Oui. Je pense qu'effectivement, M. Zandronis, depuis un certain temps, nous gratifie de sa vision, de sa sensibilité. Merci d'exister, merci d'être là. Merci de le dire. Merci beaucoup. Merci Madame Lavisou. Vous êtes de Marguerite. Non, c'est mon époux qui est de Marguerite. Ah, c'est votre époux qui est de Marguerite. Bon, sur la Visou, c'est un nom très connu là-bas. Voilà, il va être 14h dans 6 minutes. On vous remercie pour votre participation aux aides du lundi au vendredi. On est avec vous. Donc demain, nous serons encore là avec nos confrères journalistes et on parlera un petit peu de l'actualité et bien sûr avec nos invités. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Daniel avec son équipe et nous, on se retrouve demain à 10h30. Ciao, bye bye. Et je leur dis un dernier petit mot pour nos amis, parce que j'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5 amis qui sont en ce moment couchés, tués par la grippe, entre guillemets. Vrai. Je dis tués, ils ne sont pas morts. Hein. Non, ils sont à terre, vraiment à terre, par la grippe, notamment notre collaboratrice et d'autres personnes que nous connaissons qui ont la grippe. Et cette grippe, ce virus est très, très, très mauvais. Alors faites attention à vous. Je suis obligé de dire ça et peut-être il faut revenir avec les masques. Bientôt, sûrement. Oui, voilà. Ok, ciao, bye bye, à demain. Merci d'être venu. Merci.